Amis du roman historique, bonjour. Donc nouvel épisode. Aujourd'hui c'est autour de Rome, hein, la ville de Rome, la Rome antique. Donc ça tourne autour d'un livre, enfin d'une série de livres, hein, c'est les aventures de Marcus Didius Falco. C'est écrit par Lindsay Davis. C'est une série, hein, d'une vingtaine de livres, dont 8 seulement ont été traduits en français, parce que c'était une Britannique, hein, la dame qui a écrit ça. Donc je vais donc vous citer également des livres d'histoire, hein, qui pourraient être la source de ce roman historique. Et donc il existe de nombreux ouvrages, hein, mais j'en ai sélectionné deux. Je vais vraiment travailler sur un, autrement on pourrait faire donc des émissions de 6 heures, que j'ai tendance à m'étaler un petit peu. Je vais essayer de réduire quelque peu. Donc je vais quand même vous citer un livre que j'aime beaucoup, un auteur que j'aime beaucoup, qui est ancien, c'est du XVIIIe siècle, hein. C'est donc Gibbon. Hein, donc je vais vous dire ce qu'il en est. On ne va pas travailler sur celui-là, mais c'est pour vous inciter à le consulter. Donc c'est la chute de l'Empire romain, hein. C'est Rome de 96 après Jésus-Christ à 582. Et donc c'est en 2 volumes chez Robert Laffont, hein, dans la série de bouquins. Hein. Voilà. Et il y en a deux, hein. Il y a également celui-ci là. Voilà. Donc c'est pareil, hein, donc ça fait plus de 2000 pages, hein, 2500 pages en tout avec les deux. Et bon, comme ça on est vraiment plongé dans le monde romain après Jésus-Christ. Alors, le déclin, la décadence de l'Empire romain, je pense que ça a commencé dès... donc c'est une longue décadence, ça a commencé dès l'apparition des empereurs, hein, après la République. Donc les Romains considéraient que c'est une décadence. Enfin, je vais vous lire la pochette. C'est à Rome le 15 octobre 1764, alors que je méditais dans les ruines du Capitole et que les moines chantaient vêpres, pieds nus dans le temple de Jupiter, que l'idée d'écrire l'histoire du déclin et de la chute de la ville éternelle se fit jour en moi pour la première fois. C'est par cette simple mais célèbre phrase que Gibbon relate dans ses mémoires les instants d'inspiration qui devaient décider de sa vie d'historien. Son grand thème, c'est en effet Rome, la ville éternelle, où l'on peut contempler non pas les reliques de la superstition, mais celles de l'Empire. C'est aussi la dégénérescence de l'institution exemplaire sous le double effet du despotisme et de la superstition. C'est la victoire de l'Église sur l'Empire. C'est enfin les grandes leçons de l'histoire qui se méditent silencieusement quand les ténèbres gagnent les ruines, où reste ensevelie une civilisation entière. Tout cela, Gibbon le dit en écrivant autant qu'en historien, en poète même. Il érige à la gloire de Rome un livre aussi rigoureusement équilibré qu'un temple antique. Mais en même temps, il laisse se noyer d'ombre les vastes portiques qu'il édifie. C'est sa façon de partager le goût du temps pour la mélancolie des ruines. Mais cette tentation ténébriste, il s'en sert pour exprimer son pessimisme dans l'avenir de la civilisation des Lumières, menacée, comme jadis celle de Rome, par la montée de masses humaines qui feront désormais l'histoire. Son livre s'en trouve approfondi, amplifié. Il élargit l'arène de l'histoire et des dimensions jusque-là insoupçonnables. Œuvre unique dans la littérature historique du XVIIIe siècle, cette histoire de Rome jette les derniers feux de la clarté classique alors que s'allongent déjà les ombres du romantisme. Magnifique livre, hein, de cet anglais, voilà, du XVIIIe siècle. Voilà. Donc on ne va pas travailler sur celui-ci, on va plutôt travailler sur un livre beaucoup plus récent, hein. Voilà, donc c'est Rome, cité universelle, donc de Patrice Faure, Nicolas Trane, Catherine Virlouvet. Voilà, donc ça c'est aux éditions Belin. Voici. Et donc j'ai sélectionné donc des passages, hein, donc page 212. Page 212, Vespasien. Parce que le roman qui nous concerne là, de Lindsay Davis, les saumons d'argent, hein, qui sont des lingots d'argent, ça se situe pendant le règne de Vespasien.
page 212. Page 212. Donc c'est toujours dans cette série-là de très beaux ouvrages, hein, avec des photos, des fresques. Enfin, c'est très très illustré, hein, il y a des cartes géographiques. Enfin, c'est très richement illustré. Donc 212. Voilà. Alors Vespasien. Vespasien était issu d'une famille plébéienne que Suétone n'a pas hésité à qualifier après coup de gens obscura, famille obscure, c'est-à-dire dépourvu de tous ancêtres illustres. Titus Flavius Vespasianus naquit le 9 en 9 après Jésus-Christ, hein, à Phalacrine, en Sibine, une région d'Italie centrale au nord-est de Rome. Son grand-père et son père avaient exercé leur talent dans les carrières militaires subalternes et dans les activités financières. Lui et son frère aîné, Titus Flavius Sabinus, furent les premiers membres de la famille paternelle jusqu'alors de rang équestre, c'est-à-dire au Sénat, à accéder au Sénat. Pardon. Leur mère, Vespasia Paula, appartenait en revanche à une famille plus illustre, au point que leur oncle maternel avait intégré l'ordre sénatorial. Consul en 51, Vespasien mena une carrière méritante, marquée par divers commandements militaires qui lui donnèrent l'occasion d'exercer ses qualités de chef et de parcourir l'Empire avant de l'usurper. Son accession au pouvoir parachevait une remarquable ascension sociale plurigénérationnelle. Elle témoignait non seulement de la capacité des armées provinciales à imposer leurs candidats, mais aussi d'un premier changement dans le profil des empereurs. Après les Julio-Claudiens, aristocrates patriciens de Rome, s'affirmait un homme issu du milieu municipal italien. Cette origine, couplée à la situation inédite de rupture dynastique et à l'usage de la force comme mode d'accession au pouvoir, pouvait laisser craindre un certain déficit d'autoritas et de légitimité. Pour la première fois dans l'histoire du Principat, l'empereur régnant n'avait aucun lien de parenté avec un divus. Mais si l'ascendance de Vespasien apparaissait comme un handicap potentiel, l'existence d'une descendance biologique en la personne de ses deux enfants mâles, Titus et Domitien, était au contraire un atout de taille, dont aucun Julio-Claudien n'avait disposé ou usé. Claude ayant préféré son fils adoptif, Néron, à son fils biologique, Britannicus. Ne pouvant se prévaloir du sang d'Auguste, Vespasien s'inspira du modèle du fondateur du Principat, qui dut comme lui légitimer un pouvoir issu des guerres civiles. Élaboré en Orient, dans les premiers temps de son usurpation et de son gouvernement, puis à Rome, le discours idéologique de Vespasien sut puiser à différentes sources de légitimité, tout en affirmant une réelle originalité. Dans un premier temps, la restauration de la res publica et le retour au principe du bon gouvernement, respectueux des institutions et des acteurs politiques, furent affirmés par l'emprunt de thèmes issus du vieux répertoire républicain et augustien. Les idéaux de libertas et de concordia devaient rassurer sénateurs et citoyens sur les bonnes intentions du nouveau prince, soucieux de rendre sa dignité à la fonction impériale. Dans un second temps, l'héritage des Julio-Claudiens ne fut pas rejeté afin de préserver les acquis de l'affirmation monarchique, mais il fut passé au triple pour séparer le bon grain de l'ivraie. Ces choix furent exprimés au cœur même de Rome par un imposant programme urbanistique et architectural. Voilà. Alors ensuite, c'est l'espace romain. L'espace romain, miroir du nouveau pouvoir. Alors, le nouvel empereur prit soin d'effacer, donc ça c'est page 214, ça suit. Hein. Le nouvel empereur prit soin d'effacer les marques encore visibles du principat de Néron et des guerres civiles. En témoigne non seulement la reconstruction du temple de Jupiter capitolin,
détruit par les affrontements du décembre 69, mais encore son attitude à l'égard de la Domus Aurea. Vespasien en restitua le terrain au peuple et le dota de nouveaux édifices destinés non pas à son propre plaisir, mais à la satisfaction des citoyens. Ainsi fut lancé dès les premières années du principat de Vespasien le chantier d'un nouvel édifice, souvent considéré de nos jours comme le plus emblématique de la ville de Rome, le Colisée, qui s'appelait à l'origine l'amphithéâtre Flavien. Le monument dut son surnom tardif à la proximité de la statue colossale de Néron, conservée mais transformée en statue du soleil. L'amphithéâtre, destiné à abriter combats de gladiateurs, munera, chasse d'animaux sauvages, venationes et exécutions publiques, fut bâti à l'emplacement de l'ancien lac artificiel de la Domus Aurea. D'une capacité de 50 000 à 75 000 spectateurs, il fut inauguré en 80 par Titus lors de jeux somptueux qui durèrent 100 jours et restèrent ancrés dans les mémoires. Dans les environs furent installés des services étroitement liés à son fonctionnement. Une caserne pour les marins affectés au déploiement du vélum, le voile tendu au-dessus des gradins pour fournir de nombreux spectateurs, et 4 ludis, casernes et lieux de préparation des gladiateurs. Enfin, le secteur de l'amphithéâtre fut en partie cerné par des édifices construits, modifiés ou restaurés par les Flaviens. Les thermes de Titus, au nord du Colisée, le temple de Claude divisé, restauré par Vespasien, et la Meta Sudans, une fontaine monumentale dont les derniers vestiges furent rasés par Mussolini. Le dernier empereur Flavien se distingua encore par une autre réalisation de grande ampleur qui visait à rapprocher du premier princeps. La construction du forum de Vespasien, encore appelé forum de la paix à l'est de celui d'Auguste. Cette nouvelle grande place publique, agrémentée d'un jardin composé de bassins et de massifs floraux, accueillit de splendides œuvres d'art grec, réunies autrefois par Néron dans sa nouvelle demeure. Loin des yeux du peuple, ces chefs-d'œuvre furent offerts par la volonté de Vespasien, à l'admiration des citoyens qui purent voir en eux les symboles de la domination universelle de Rome sur un monde pacifié. Le nouveau forum se trouvait en effet dominé par un temple dédié à Pax, en vertu d'un choix en forte réminiscence augustéenne. Voilà. Donc, ensuite, page 547, 1 million d'habitants à Rome, à l'époque, ce qui est colossal pour le monde antique. 547. 547. D'accord. Une capitale d'environ 1 million d'habitants. Rome fut de loin la plus grande ville de l'Antiquité. Le croisement de plusieurs approches permet des estimations fiables, à défaut d'être précises. Elle se fonde sur le nombre d'ayants droit des distributions publiques, la superficie de la ville et la consommation de céréales. Les bénéficiaires des distributions de blé furent proches de 250 000 en 58 avant Jésus-Christ et de 230 000 en 46 avant Jésus-Christ. César voulut alors limiter ce privilège, mais cette décision ne fut pas appliquée après sa mort. En plusieurs occasions, Auguste donna du blé ou de l'argent à 250 000 ou 320 000 plébéiens. En 2 après Jésus-Christ, il instaura un numerosus clausus de 200 000 ayant droit, qui fut abaissé à 150 000 vers 13 ou 15 après Jésus-Christ. Dans la seconde moitié du 1er siècle, entre 250 et 320 citoyens, 250 000 et 320 000 citoyens romains au moins étaient donc présents à Rome. Certains n'y étaient pas officiellement domiciliés, mais s'y établirent dans le but de profiter du système. Certains maîtres affranchirent leurs domestiques dans le dessein d'obtenir plus de subsides.
De tels procédés plus ou moins frauduleux contribuent à expliquer les écarts élevés. En tout cas, ces données permettent de se faire une idée du nombre de citoyens romains majeurs de plus de 17 ans habitant à Rome. Leurs épouses, leurs enfants, leurs esclaves et des pérégrins, hommes libres dépourvus de la citoyenneté romaine, s'ajoutaient à eux pour former la population totale. Cette population se répartissait sous une étendue proche de 1400 hectares à l'époque augustéenne. Entre la moitié et les 2 tiers de cette surface pouvaient accueillir des logements, le reste étant occupé par des zones monumentales ou des jardins. Malheureusement, aucun indice ne permet de quantifier la densité de population. Les thèmes littéraires de la hauteur des immeubles, de l'entassement des logements et de l'encombrement des rues de Rome sont des lieux communs, guère propices au calcul. Tout juste peut-on relever des densités moyennes d'autres villes pré-industrielles quand elles sont attestées. Elles varient du simple au double, mais délimitent tout de même un champ des possibles. Enfin, une scolie de la Pharsale de Lucain, c'est-à-dire une annotation antique expliquant un passage de ce poème, indique que Rome consommait 80 000 modis de blé par jour en 57 avant Jésus-Christ. Un modius équivalent à 8,75 litres. Les historiens ont estimé qu'une telle quantité aurait pu couvrir les besoins de 750 000 personnes environ. Il s'agit cependant d'une évaluation grossière car la quantité quotidienne de calories consommées par le Romain moyen fait débat. Des inconnus subsistent. La proportion de non-citoyens parmi les habitants en particulier. Mais les indices recueillis suggèrent que la population romaine a pu regrouper entre 800 000 et 1,2 million d'habitants. Une hypothèse basse envisage qu'elle ait pu s'élever à 750 000 à l'époque augustéenne, puis atteindre 1 million un siècle plus tard. Une estimation un peu plus haute est également possible. Dans un cas comme dans l'autre, Rome fut une mégalopole sans égale, au 2e rang parmi les grandes villes de l'Empire. Alexandrie, le 2e rang Alexandrie, était sans doute 2 fois plus petite. Voilà. Alors, l'élite de la société de l'époque, on va l'évoquer, donc c'est page 670. Page 670. Alors, l'élite et la propriété foncière. Les différences de richesse étaient considérables au sein même de l'aristocratie romaine. Elles atteignirent leur paroxysme à la fin de la République quand quelques grands généraux, imperatores, parvinrent à accumuler d'immenses fortunes. Les biens de Lucullus représentaient quelques 100 millions de sesterces. Ceux de Pompée et de Crassus environ le double. En revanche, sans doute victime de son intégrité, Caton, le jeune, ne possédait guère que 4 à 8 millions de sesterces. De grandes disparités subsistèrent sous le Principat. Mort en 25, à la tête d'une fortune de 400 millions de sesterces, le sénateur Cnaeus Cornelius Lentulus incarna une figure d'ultra riche. Sénèque réussit à accumuler 300 millions de sesterces. Ces chiffres sont à rapprocher de la prétendue pauvreté de certaines familles sénatoriales, que Marc Aurèle renfloua pour qu'elles conservent le sens requis par leur rang. De fait, la richesse tenait moins à des montants chiffrés qu'à un mode de vie. Les catégories sociales supérieures formaient une élite non seulement civique, mais aussi foncière. La terre était conçue comme la richesse la plus sûre et la plus respectable. Les aristocrates possédaient donc de vastes propriétés qui étaient rarement d'un seul tenant. Pline le Jeune avait des terres près de Côme, dont il était originaire, en Ombrie et près d'Ostie. Lui et ses semblables partageaient leur existence entre la ville, où ils occupaient de luxueuses demeures, et la campagne, où ils séjournaient dans de non moins fastueuses villas. Elles étaient placées au centre de domaines dont les aristocrates
devaient vérifier eux-mêmes la bonne gestion. De conditions serviles, les intendants commandaient d'autres esclaves traitant avec les fermiers et organisaient la commercialisation des denrées auprès de marchands, etc. etc. Donc c'est une description qui est très précise. Si vous vous intéressez à Rome, c'est vraiment très intéressant de lire ce livre. Voilà, donc c'est un aperçu. Donc enfin, je vais finir avec la page 681, le clientélisme. C'est un aspect très significatif de la société romaine. Alors, page 681. Page 681. C'est ça. D'accord. Client et patron. Ça fait un peu parrain, hein, le patron. Hein. Des hommes libres pouvaient dépendre d'individus plus puissants, en étant à la fois leur obligé et leur protégé. Ce lien de clientèle impliquait un échange de services. Un patron devait aider matériellement un client dans le besoin. Il devait répondre aux demandes des clients qui venaient de le saluer tous les matins. Ces derniers recevaient alors leur sportule qui, à la fin de la République et sous le Haut-Empire, correspondait à une somme d'argent. Une invitation à dîner était une marque de faveur. Ces salutations matinales donnaient au patron un sentiment de puissance et l'éprouvé compensait les dépenses engagées. Néanmoins, les patrons attendaient aussi diverses formes de soutien. À Rome, jusqu'à ce que le pouvoir impérial attribue l'élection des magistrats au Sénat, et dans les cités du monde romain, les clients devaient porter leur suffrage sur leur protecteur ou sur un candidat soutenu par lui. Quand un patron devait discourir devant la justice ou une assemblée populaire, il formait une classe zélée. Un affranchi avait son ancien maître pour patron. L'acquisition de la liberté transformait leur relation, plus qu'elle ne la rompait. L'aide que les patrons apportaient aux affranchis travaillant dans l'artisanat et le commerce prenait fréquemment la forme de prêts. Par ce biais, les élites investissaient une part de leur richesse dans les activités non agricoles. À la campagne, les fermiers et les métayers entretenaient aussi des relations de clientèle avec les grands propriétaires. Ils leur rendaient visite, leur faisaient des cadeaux de quelques denrées de leur production et, quand la récolte avait été mauvaise, négociaient des remises de loyer. Un propriétaire bienveillant ne devait pas craindre, trop ouvertement en tout cas, l'accumulation d'arriérés. La clientèle se plaçait sur un terrain social, moral et non juridique. Les patrons pouvaient vilipender l'ingratitude de certains obligés, mais ne pouvaient pas les contraindre à remplir leurs devoirs. Quand ils avaient consenti des prêts, ils n'étaient en droit que des créanciers ordinaires. De même, les clients pouvaient reprocher à leur patron d'être pingre et de manifester de l'indifférence. Mais au-delà de quelques déconvenus, le système perdurait parce que toutes les parties, si inégales fussent-elles, en tiraient avantage. Voilà, donc c'est un système dont s'est inspiré beaucoup la mafia, hein, par exemple. Hein, voilà, ce système romain. Ensuite, écoutez, on va passer au roman, hein, au roman lui-même. Donc, je vous disais, c'est une série de romans hein, qui commence par les saumons d'argent. Alors, que sont les saumons d'argent? Ce sont des lingots d'argent qui ont été volés. Hein. Je vais vous lire la jaquette du premier roman. Il y en a une vingtaine. Hein. Enfin, tous ne sont pas traduits en français. Il y en a 8 traduits en français. Mais il y a des gens parmi vous, j'imagine, qui parlent fort bien anglais, ils le lisent. Donc, ils peuvent même lire les 20. Alors, en 70 après Jésus-Christ, Rome est en proie à une instabilité politique croissante. Depuis la mort de Néron 2 ans plus tôt, les empereurs d'un jour se succèdent et les conspirateurs redoublent d'ingéniosité pour accéder au pouvoir. Certains, profitant de la décadence de l'Empire, se servent même dans les caisses de l'État en toute impunité. Marcus Didius Falco, détective privé cynique, séducteur maladroit et républicain notoire, se trouve malgré lui chargé d'une enquête qui l'amènera de sa Rome natale aux îles Britanniques. Ces investigations
seront loin d'être anodines, car entre machination et jeu de pouvoir, elles pourraient bien impliquer de hauts dignitaires du régime. Alors, l'autrice, née en Angleterre en 1949, Lindsay Davis, a écrit d'une plume sarcastique mais bien documentée de nombreux polars historiques. Les Saumons d'argent, en 1989, d'abord paru en France sous le titre Les cochons d'argent, était le premier de la série consacrée au détective Marcus Dudius Falco. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite sélection sur ce livre de passage. Donc, page 19, les rues de Rome. Donc, elle décrit les rues de Rome, c'est intéressant. Voilà. En voyant la jeune fille gravir les marches 4 à 4, je me suis dit qu'elle était bien trop vêtue. L'été touchait à sa fin. Les Romains grésillaient comme des beignets dans une poêle à frire. Les gens avaient délassé leurs sandales, mais n'avaient d'autre choix que de les garder. Même un éléphant se serait brûlé les pattes en traversant la rue. Dans mon quartier, les Roiles étroites, situées au pied de l'Aventin, certaines femmes avaient cherché refuge à l'ombre, dans l'embrasure d'une porte, où elles se tenaient avachis sur un tabouret, jambes écartées et torse nu. Je préfère ne pas vous décrire les hommes. Je me trouvais au Forum. Elle était en pleine course. Couverte comme elle l'était, elle risquait un coup de chaleur. Mais elle n'avait encore succombé ni à l'insolation ni à l'asphyxie. Luisante comme une plaque de pâtissier bien graissée, elle escaladait à toute vitesse les marches menant au temple de Saturne. Elle fonçait droit sur moi, mais je ne fis pas le moindre geste pour m'écarter. Elle m'évita de justesse. Certains hommes naissent chanceux, les autres s'appellent Didius Falco. L'éviter, quoi. Voilà, ensuite, page 49, les rouelles. Les rouelles. Lorsque je pris le chemin du retour, la ville était animée. Dans les rues retentissaient les cris des marchands, les claquements de sabots, les clochettes des harnais. Devant une boulangerie, un sale cabot se mit à aboyer furieusement dans ma direction, le poil hérissé de colère. Me retournant pour l'insulter, je me cognai la tête contre un chapelet de cruche, accroché là par un portier, sans doute pour vanter les mérites, et notamment la solidité. Heureusement, j'avais la tête dure. Sur la Via Ostia, je fus bousculé par un vendeur d'aiguilles et reprisé, et par un serviteur en livrée rouge. Je me vengeai en écrasant les orteils de quelques esclaves. À 3 rues de chez moi, j'aperçus ma mère qui achetait des artichauts. Avec cette moue qui lui venait dès qu'elle pensait à moi, je me dissimulai derrière des tonneaux de bigorneaux, puis rebroussai chemin sans chercher à en savoir plus. Elle ne semblait pas m'avoir vu. Tout allait pour le mieux. L'amitié d'un sénateur, un contrat en or, et, pour couronner le tout, social. 2 malautrus me tirèrent brutalement de ma rêverie et leur accueil musclé me fit gémir de douleur. « Ouille !» fis-je. « Écoutez les amis, vous faites erreur. Dites à Smaragdus que j'ai versé le loyer chez son comptable. » Je ne le reconnaissais certes pas, mais Smaragdus gardait ses gladiateurs peu de temps. Ceux qui n'arrivaient pas à s'enfuir finissaient au cirque. Et beaucoup mouraient avant, de faim. Smaragdus jugeait suffisante comme ration une poignée de lentilles jaunâtres nageant dans de l'eau croupie. Je croyais avoir affaire à 2 nouveaux hommes de main issus du gymnase de mon logeur. Voilà. Donc, ensuite, page 242, l'amour. Page 242. Puis il y a une romance, bien sûr. Hein. Donc, c'est un roman historique, mais il y a une romance. 242. Page 240. La fille du sénateur tourna la tête, prenant appui sur son coude, à quelques centimètres de mon cœur,
qui s'affolait. Sans la lâcher, je me recroquevillais dans la paille et faisais de mon mieux pour ignorer son corps blotti contre le mien. Elle dut sentir mon torse se crisper. Elle avait l'air différente, les cheveux dénoués peut-être l'étaient-elle. Je n'aurais su dire si j'avais affaire à une autre femme ou si je venais juste de rencontrer celle qu'elle avait toujours été. En tout cas, j'aimais beaucoup la personne qu'elle était ce soir-là. Dites-moi, Falco, cela vous arrive souvent? Trop peu à mon goût. Je la regardais, m'attendant à des mots durs. À ma grande surprise, je lus une certaine douceur dans son expression. Ne sachant que faire, je souris. Mon sourire allait s'évanouir quand Helena Justina se pencha pour m'embrasser. J'avais une main dans ses cheveux, et si elle avait fait mine de s'éloigner, je l'aurais retenue. Elle n'en fit rien. Après un instant de grâce irréelle, je songeai à respirer. Pardon, fit-elle tendrement. Elle ne semblait pas le regretter plus que moi. J'allais resserrer mon étreinte, mais elle me devança. Jusqu'alors, mes relations avec les femmes reposaient pour une bonne part sur le recours stratégique aux flacons de vin et un humour pesant, suivi d'un ballet aux arabesques confuses devant nous conduire jusque dans les coulisses vers un lit judicieusement placé. Contrairement aux racontars, les aventures de Didius Falco avaient été rares et peu remarquables. Je me reconnais tout de même un bon point, je m'efforçais en règle générale de fournir un lit. Sans l'avoir véritablement prémédité, je me retrouvais enfin en train d'embrasser Helena. Je n'aurais su dire depuis combien de temps j'en rêvais. Elle me regarda avec calme, alors je continuai. Je regrettais de ne pas l'avoir déjà fait à Massilia et toutes les nuits de notre voyage. Elle m'embrassa à son tour. Cela n'avait rien de fortuit. Je m'arrêtai. Nous allons faire rougir le cheval. Voilà. Bon, c'est le côté romanesque, amoureux du livre. Page 289, Vespasien, on en parlait tout à l'heure. Page 289. 289. Ah, c'est où? Je vais y arriver, peut-être. Voilà, c'est là. Okay. Le chariot doré de l'empereur progressait lentement. Comme il le confirma lui-même par la suite, Vespasien paraissait regretter de perdre sa journée à défiler à la vitesse d'un escargot. Je me gardais bien de crier avec les autres nigauds. Il y avait plutôt de quoi rire. Après venait Titus, dans un char non moins impressionnant, avec une expression de joie non dissimulée. Son fils, hein, Titus. Et enfin, Domitien, son petit-fils, aussi élégant qu'un tache de moutarde sur un pur sang éclatant de blancheur, qu'une tache de moutarde. Ils tenaient leur consécration. Ces trois provinciaux sabins, inconnus un an auparavant, étaient devenus, certes avec chance, mais non sans mérite, princes de Rome. Derrière les trois Flaviens avançait désormais notre imposante armée. Porte-étendards, trompettistes, officiers maniant leurs bâtons et arborant leurs hautes crêtes rouges, augures ingénieurs, se suivaient et à n'en plus finir. Suivit ensuite le long défilé des fantassins par rang de 6, cheminant en rythme, de ce pas coulé qui avait conduit sans effort les légions aux quatre coins du monde. L'armée régulière suivait, les cohortes colorées se succédaient au fil des rues, suivies des bataillons exotiques, les archers au visage basané, dans leur armure brillante, montés sur d'agiles poneys, puis la cavalerie lourde et ces hommes inquiétants avec leurs masques dorés, qui brandissaient d'un même geste leurs lances décorées de plumes.
L'attente promettait d'être longue. L'empereur devait gravir les marches à genoux et conduire ensuite le sacrifice officiel dans le temple de Jupiter sur le Capitole. Comme je ne pouvais espérer faire marche arrière avant une bonne heure, je décidai de contourner le Palatin pour rejoindre mes sœurs du côté du Caelius. Cet itinéraire me permettait en chemin de jeter un coup d'œil à divers lieux. Je suivis la Cloaca Maxima, le grand égout, construit 500 ans plus tôt pour assécher les marais autour du Forum et sur l'Aventin, côté fleuve. Je me retrouvai bientôt dans le quartier des marchés aux épices. Un vigile veillait toujours sur les fosses où des égouts qui continuaient de creuser des égoutiers continuaient de creuser quotidiennement les entrailles du passage de la Louve. Mais il n'était pas présent ce jour-là. Personne ne travaillait les jours fériés, hormis la poignée de vieilleurs souhaitant se saouler en paix. Mon vigile s'était déjà sifflé une belle outre et piquait un somme avant d'entamer la suivante, etc., etc. Voilà, donc je vous ai cité quelques lignes de ce livre à la fois amusant et puis évocateur de Rome. Donc j'ai bien aimé le lire. Il y en a d'autres, hein. Il y a à l'ombre les suites, c'est à l'ombre des conspirateurs, Une veuve romaine, Voyage en Germanie, L'or de Poséidon. Donc c'est parmi les 8 qui ont été traduits en français, hein. Moi je ne lis pas l'anglais, hein, donc si vous pouvez, il y en a une vingtaine. Hein. Voilà, donc c'est la série Marcus Didius Falco, c'est intéressant. Voilà pour Rome, hein. On y reviendra peut-être, hein, sur l'ambiance à Rome et puis cette immense civilisation romaine qui nous influence toujours. Hein. Nous parlons une langue à base latine, le français. Voilà, pensez à acheter mon livre Le Sable de Damas, donc en numérique ou en papier. Hein. En papier, vous pouvez l'avoir chez votre libraire, hein, il faut qu'il le commande simplement. En numérique, bah, vous pouvez le commander, surtout sur la FNAC, sur Amazon, sur ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Vous avez pu remarquer, généralement, je publie le vendredi, mais si je fais un déplacement, il peut m'arriver de publier le samedi ou dimanche, hein, l'émission. Mais généralement, c'est autour du week-end. Voilà. Je vous souhaite à nouveau une bonne semaine à tous et à très bientôt.